Imaginez un homme dont l'uniforme militaire, impeccablement boutonné et paré d'insignes nets, dissimulait la réalité de son être, une âme rongée par une haine incandescente. Cette haine n'était pas un ressentiment passager, mais une fureur latente, forgée au plus profond de sa psyché, prête à exploser dans une violence démesurée. C'était une graine semée dans l'obscurité de son intérieur, nourrie d'offenses réelles ou perçues, et dont l'éclosion serait un massacre dévastateur. Chaque fibre de son être était tendue par cette émotion explosive, attendant le moment, l'étincelle qui transformerait le calme en chaos, la discipline en débâcle. Je vous invite à un voyage, non pas de plaisir, mais d'introspection et de réalité brute. Ce périple commence dans l'innocence apparente d'un foyer paisible, un espace qui aurait dû être un sanctuaire, mais qui est devenu le prélude à la tragédie. À partir de cette quiétude trompeuse, je vous entraînerai dans la tourmente d'un massacre où la violence s'est déchaînée sans pitié, laissant derrière elle une traînée d'horreur et de destruction. Nous poursuivrons ensuite à travers les couloirs labyrinthiques de la justice, assistant au procès, chaque témoignage, chaque argument juridique, une tentative désespérée de comprendre l'incompréhensible. Puis nous plongerons dans les luttes interminables des appels, où l'espoir et le désespoir dansent ensemble dans un ballet macabre, prolongeant l'agonie de l'attente. Nous nous arrêterons aux derniers instants, ceux qui précèdent l'issue, le dernier repas, un rituel d'adieu, ou peut-être son absence, un vide qui parle de désespoir. Et enfin, nous serons témoins de ces dernières paroles, un ultime écho d'une vie qui s'éteint, pouvant être une lamentation, une justification ou un silence éloquent. Nous conclurons ce sombre voyage par une réflexion profonde qui vous forcera à confronter et interroger ce que représente réellement la peine de mort dans le paysage complexe et souvent contradictoire du XXIe siècle. Est-ce la justice ou la barbarie? La dissuasion ou la vengeance? Un vestige du passé ou une solution pour l'avenir? Aujourd'hui, nous plongeons dans un cas qui a secoué la Floride et le pays. Un acte de violence domestique inimaginable se terminant par la sanction la plus définitive, l'exécution. Nous parlons d'Edward G. Zakrzewski II, un nom désormais gravé dans l'histoire criminelle pour la brutalité de ses crimes et l'irréversibilité de sa punition. Le 31 juillet 2025, l'État de Floride exécutera Edward G. Zakrzewski II, un ancien militaire de l'US Air Force à Eglin, pour les horribles meurtres de sa femme, Sylvia Zakrzewski, et de ses deux jeunes enfants, Edward, âgé de 7 ans, et Anna, âgée de 5 ans. Ces crimes, commis il y a plus de 30 ans, en 1994, résonnent encore avec cette question glaçante. Qu'est-ce qui pousse un homme à détruire sa propre famille de la manière la plus barbare imaginable? Accompagnons-les dans ce voyage déchirant, afin de comprendre non seulement les faits, mais aussi la psyché derrière un crime aussi monstrueux et le long chemin de la justice jusqu'à sa consécration. La maison était plongée dans un silence sépulcral. Déjà un silence qui paradoxalement hurlait l'horreur de ce qui avait eu lieu. Le crime avait déjà parlé dans ses échos muets. Avant ce funeste 9 juin 1994, la famille Zakrzewski menait une vie apparemment paisible à Mary Esther, un coin tranquille du comté d'Okaloosa, en Floride. Au cœur de cette famille se trouvait Edward G. Zakrzewski II, un sergent de la prestigieuse US Air Force qui vivait avec Sylvia, son épouse d'origine sud-coréenne, et leurs deux jeunes enfants, Edward Jr. et Anna. Pour le monde extérieur, voisins et connaissances, les Zakrzewski pouvaient sembler l'image même d'une famille militaire ordinaire, pris dans la routine d'une base aérienne. Pourtant, comme cela survient tragiquement dans les drames familiaux les plus profonds, sous cette façade de normalité et de stabilité, une tempête dévastatrice se préparait, accumulant une pression intenable. Les fissures dans le mariage d'Edward et Sylvia étaient devenues, avec le temps, non seulement profondes, mais absolument irréparables. Sylvia, avec un courage contrastant avec la tourmente intérieure de son foyer, avait pris la décision difficile et capitale de demander le divorce. Ce pas, qui pour elle représentait une quête de paix et de liberté, fut pour Edward, apparemment, quelque chose d'inacceptable. Pour un homme dont la mentalité voyait peut-être sa famille non seulement comme un noyau affectif, mais aussi comme une extension de lui-même, voire comme un symbole tangible de son statut et de son autorité, la demande de divorce de Sylvia devait être perçue comme un affront direct à son pouvoir, à son orgueil et à sa conception rigide de la vie et de sa place dans celle-ci.
déclenchant une réaction que peu auraient pu prévoir. Que se passe-t-il dans l'esprit d'une personne lorsque son partenaire, la personne avec laquelle elle a construit une vie et eu des enfants, décide de mettre fin à cette union? Pour la plupart des gens, c'est un processus douloureux, fait de négociations, de séparation de biens et de garde. Mais pour Edward Zagrzewski, cette demande déclencha une rage incontrôlable, une colère primitive qui le mènerait à un acte de violence impensable. Non seulement il refusait d'accepter la fin de la relation, mais son esprit déformé conçut une solution définitive au problème. Selon un profil criminel, dans les cas de familicide, le meurtre de la famille par un de ses membres, il y a souvent un élément de contrôle et de possession. Le criminel voit sa famille non comme des individus, mais comme des possessions, et la menace de perdre ce contrôle peut déclencher une violence extrême. Dans le cas de Zagrzewski, la demande de divorce de Sylvia fut le détonateur, l'étincelle qui enflamma une poudrière de ressentiment et de désespoir. Selon une évaluation médico-légale hypothétique, l'accusé ne montrait aucun signe d'impulsivité, mais une planification méthodique. La nuit du 9 juin 1994, la maison des Zagrzewski devint le théâtre d'une horreur inimaginable. Edward, poussé par une colère et un sentiment de trahison qui lui ôtèrent toute humanité, exécuta les crimes. Il attaqua d'abord sa femme, Sylvia. La brutalité de l'agression fut effroyable. Il la frappa avec un pied de biche et une machette, puis l'étrangla jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cet acte, chargé d'une violence directe et personnelle, témoigne d'une haine profonde, dirigée vers la personne qu'il percevait comme la source de son humiliation. Mais le massacre ne s'arrêta pas là. Dans un acte de dépravation défiant toute compréhension et logique humaine, Zagrzewski étendit sa brutalité au-delà de son épouse, se retournant contre sa propre chair, ses deux jeunes enfants. Edward Jr., à peine âgé de 7 ans, et la petite Anna, tout juste 5 ans, furent assassinés avec la même machette utilisée contre leur mère. Il n'y eut ni pitié, ni remords dans cet instant d'obscurité totale. Imaginez, si vous l'osez, la terreur pure et incompréhensible que ces enfants ont dû ressentir. L'innocence, qui aurait dû être leur bouclier, fut brutalement arrachée. Visualisez la confusion dans leurs petits yeux, l'incrédulité face à la figure paternelle, celle qui, par nature, aurait dû être leur protecteur, leur refuge. À la place, elle devint leur bourreau, perpétrant la trahison ultime, l'acte le plus abominable imaginable, l'anéantissement de la vie qu'il avait lui-même engendrée et promis de protéger. C'est une horreur gravée dans la mémoire, une blessure dans la psyché collective qui interroge la vraie nature du mal. Un criminologue hypothétique pourrait analyser ce schéma de violence. Le meurtre d'enfants dans les cas de familicide est souvent interprété de plusieurs façons, comme une extension du besoin de contrôle, où le tueur croit qu'il libère ses enfants d'une vie sans lui ou d'une vie avec l'autre parent qu'il déteste, ou comme une vengeance encore plus profonde envers le conjoint qui l'a rejeté. La froideur des meurtres, en particulier ceux des enfants, perpétrés avec une arme blanche, suggère une déconnexion émotionnelle presque totale, un esprit qui a franchi un point de non-retour. Le choix d'armes telles qu'un pied de biche et une machette indique une brutalité viscérale, une volonté d'infliger un maximum de souffrance. Après avoir commis les crimes, Edward Zagrzewski ne resta pas pour affronter les conséquences. Il s'enfuit. Il disparut, laissant derrière lui la scène de son horrible forfait et une communauté sidérée. Cette fuite est typique dans de nombreux cas de ce type, le criminel cherchant souvent à échapper à la capture après la montée d'adrénaline et la rage, montrant un manque de remords immédiat et un instinct de survie actif. La disparition d'Edward Zagrzewski et la scène du crime laissèrent la police du comté d'Okaloosa face à une affaire épouvantable. L'enquête débuta immédiatement, mais Zagrzewski avait réussi à échapper à une arrestation rapide. On pense qu'il s'est enfui à Hawaï, essayant de se fondre dans l'immensité géographique des îles et de commencer une nouvelle vie, loin de la justice. Pendant environ 4 mois, Edward Zagrzewski fut en fuite. Les autorités le cherchaient sans relâche, mais sans piste claire. L'enquête s'enlisa. C'est alors que l'affaire prit un tournant décisif, illustrant la puissance des médias dans la résolution de crimes. Le 14 octobre 1994, l'affaire du meurtre de la famille Zagrzewski fut présentée dans l'émission télévisée populaire Unsolved Mysteries. Cette émission, connue pour dramatiser des crimes non résolus et faire appel à l'aide du public, devint la clé de la capture de Zagrzewski. Imaginez la tension, le moment de la diffusion,
comment des millions de téléspectateurs regardaient, et tout à coup, l'histoire des Zakrzewski se dévoilait sous leurs yeux. Pour Edward, qui pensait probablement avoir échappé à toute conséquence, voir son propre crime exposé à la télévision nationale dut être un choc écrasant. Moins de 24 heures après la diffusion de l'émission, le 15 octobre 1994, Edward Zakrzewski se rendit aux autorités. Cet acte de reddition, après des mois de cavale, suggère que la pression de l'exposition publique et la certitude imminente d'être capturé eurent finalement raison de lui. Sa confession ultérieure simplifierait le processus judiciaire, bien qu'elle ne réduise en rien l'ampleur de ses crimes. Un psychologue légiste pourrait arguer que la confession de Zakrzewski ne signifiait pas nécessairement un remords sincère, mais peut-être une acceptation de la réalité, ou même un besoin sous-jacent de contrôle, choisissant le moment et la manière de sa reddition. Pour certains criminels, être au centre de l'attention, même pour des crimes horribles, peut être une forme tordue de reconnaissance. Une fois capturé, le processus judiciaire contre Edward Zakrzewski avança rapidement. Contrairement à de nombreux cas de meurtre où la défense cherche à obtenir un acquittement ou une peine moindre, Zakrzewski, face aux preuves accablantes et à sa propre confession, choisit de plaider coupable. En 1996, il plaida coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Cette reconnaissance de culpabilité, bien qu'elle évita un procès long et coûteux pour le ministère public, ne l'exempta pas de la peine maximale. Le 19 avril 1996, le juge du tribunal de circuit du comté d'Okaloosa, G. Robert Baron, condamna Edward J. Zakrzewski II à la peine de mort pour les 3 meurtres. La brutalité des crimes, la vulnérabilité des victimes, en particulier les enfants, et la préméditation démontrée dans l'attaque contre son épouse, suivie de sa fuite, influencèrent sans doute la décision du tribunal. La peine de mort dans les cas de familicide est un sujet complexe. Un avocat hypothétique pourrait expliquer que, bien qu'un aveu de culpabilité puisse parfois mener à une sentence plus clémente, dans des cas de violence extrême et avec des victimes multiples, surtout des enfants, la peine capitale est une issue légale probable dans des États comme la Floride, qui l'appliquent rigoureusement. Après sa condamnation, Edward Zakrzewski fut transféré dans le couloir de la mort à la prison d'État de Floride à Stark. Là, il passerait des décennies à épuiser toutes les voies d'appel étatiques et fédérales contre sa condamnation. La vie dans le couloir de la mort est une existence en suspens, marquée par des protocoles de sécurité stricts, l'attente constante de l'issue légale et le spectre imminent de l'exécution. Chaque appel, chaque requête représente une tentative de retarder l'inévitable, une lutte pour la vie qui peut durer des années, voire des décennies. Les dossiers judiciaires montrent que ces appels furent rejetés, le plus récent par la Cour suprême de Floride en septembre 2018, confirmant ainsi son destin final. Le silence de la cellule était un écho de l'attente, un compte à rebours vers la fin. Le 1er juillet 2025, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, signa l'ordre d'exécution pour Edward J. Zakrzewski II. Cette signature marqua le début du compte à rebours final pour Zakrzewski, fixant son exécution au 31 juillet 2025. Cet acte n'est pas une simple formalité administrative. C'est un moment de solennité extrême et un rappel du pouvoir de la justice d'État. La signature de cet ordre d'exécution a aussi une signification plus large pour l'État de Floride. À moins d'un blocage judiciaire, l'exécution de Zakrzewski serait la 9e ordonnée par le gouverneur DeSantis en 2025, un chiffre qui établit un record moderne pour les exécutions approuvées par un gouverneur de Floride en une seule année. Cela souligne la position ferme de l'État dans l'application de la peine capitale pour les crimes les plus odieux. Pour ceux qui vivent dans le couloir de la mort, la signature d'un ordre d'exécution est le moment où l'abstraction juridique devient une réalité imminente. Le silence de la cellule devient un écho de l'attente, un compte à rebours vers la fin. C'est pendant cette période que les derniers recours juridiques sont épuisés, que les familles des victimes et du condamné se préparent à la clôture ou à la perte, et que la société réfléchit à la justice et à la punition. Une analyse éthico-juridique pourrait souligner que la peine de mort, dans des cas comme celui de Zakrzewski, soulève des questions sur la rétribution, la dissuasion et la valeur de la vie humaine. Bien que pour les familles des victimes, elle puisse représenter un apaisement et la justice après une perte brutale, pour d'autres, l'exécution reste un sujet de débat moral et humanitaire intense.
Le débat ne porte pas seulement sur le fait que la peine capitale soit juste ou injuste, mais sur l'impact qu'elle a sur la société, sur les victimes et sur le système judiciaire lui-même. Le 31 juillet 2025, la prison d'État de Floride à Stark deviendra le centre de l'attention. L'heure, 18 heures, marquera le moment où Edward G. Zachrzewski II fera face à la culmination de ses actes. Le processus d'exécution en Floride est méthodique et solennel. Le condamné est transféré dans la chambre d'exécution où il est préparé pour l'injection létale. À ce stade de la narration, beaucoup se poseront des questions sur les derniers instants. Quel fut son dernier repas? Quelles furent ses dernières paroles? Il est important de noter que malgré l'intensité de ce moment et l'intérêt du public, les sources d'informations disponibles n'ont pas détaillé le dernier repas d'Edward J. Zachrzewski II, ni ses dernières paroles. Ces détails, qui font souvent partie du récit d'une exécution, n'ont pas été rapportés publiquement dans les nouvelles auxquelles nous avons eu accès. Cependant, il est essentiel de réfléchir à la portée de ce moment final. Pour les familles de Sylvia, Edward Jr. et Anna, ce jour représente la fin tant attendue d'une attente qui a duré des décennies. Une clôture juridique au cauchemar commencé en 1994. Pour eux, l'exécution de Zachrzewski peut être perçue comme le dernier acte de justice pour leurs proches. Une conclusion douloureuse mais nécessaire. Pour les agents pénitentiaires, c'est un devoir sombre et professionnel exécuté avec le plus grand sérieux, un rappel de la gravité de leur fonction. Un criminologue ou un psychologue pourrait spéculer longuement sur l'état d'esprit d'un condamné à mort dans ces dernières heures. C'est un territoire psychologique complexe et souvent insondable. Certains détenus montrent un remords sincère, une prise de conscience tardive de l'atrocité de leurs actes. D'autres, dans un acte d'auto-illusion ou de conviction persistante, maintiennent leur innocence jusqu'à la fin, défiant toutes les preuves. Et certains, tout simplement, affrontent leur destin avec une résignation froide, acceptant l'inévitable sans montrer d'émotion apparente. La nature humaine est d'une complexité inextricable jusqu'au dernier souffle. Et dans un moment aussi définitif que l'exécution, les masques sociaux que les individus portent tombent souvent, révélant l'essence véritable de leur être. L'exécution d'Edward J. Zachrzewski II n'est pas seulement un événement. Elle clôt un chapitre douloureux et sombre dans l'histoire criminelle de la Floride, laissant derrière elle un legs de questions sans réponse sur la justice, la moralité et la nature du mal. L'affaire d'Edward J. Zachrzewski II est une tragédie aux multiples facettes qui résonnent profondément dans la conscience collective. C'est l'histoire déchirante d'une famille détruite par la colère, une manifestation claire de la brutalité qui peut surgir d'une crise domestique ignorée. C'est aussi le témoignage du long et ardu chemin que la justice doit emprunter, pas à pas, pour répondre à des actes de violence aussi extrêmes, en cherchant une forme d'équilibre au milieu du chaos. Les noms de Sylvia, Edward Jr. et Anna Zachrzewski ne sont pas de simples noms dans un dossier. Ils demeureront comme un rappel sombre de la vulnérabilité inhérente de la vie et de l'impact dévastateur que peut avoir une colère incontrôlée lorsqu'on la laisse consumer un individu. L'histoire de Zachrzewski souligne aussi l'importance cruciale de programmes comme Unsolved Mysteries. Ces émissions ne se contentent pas de divertir. Elles jouent un rôle vital dans la résolution de crimes, en gardant vivante l'espérance des victimes et de leurs familles. Elles ont la capacité unique de mobiliser l'opinion publique, exerçant une pression significative qui peut souvent mener à ce que des fugitifs, aussi insaisissables soient-ils, soient finalement traduits en justice. Cela démontre de façon indéniable que même après des années, voire des décennies, la recherche implacable de la vérité et de la responsabilité peut, et le fait souvent, prévaloir. Cette affaire sert de rappel puissant que la mémoire et la détermination peuvent, en fin de compte, démasquer le mal et l'exposer à la lumière. En abordant cette affaire, nous avons cherché non seulement à relater les faits, mais à explorer les profondeurs émotionnelles et psychologiques d'un crime qui défie la compréhension. L'exécution d'Edward J. Zachrzewski II, le 31 juillet, n'est pas une célébration, mais un épilogue sombre à une histoire de violence familiale qui a bouleversé une nation. C'est le moment où le système judiciaire, dans sa forme la plus terminale, met fin à un chapitre, dans l'espoir que, d'une certaine manière, les victimes et leurs proches trouvent une mesure de paix et de clôture. L'héritage de cette affaire nous oblige à réfléchir sur la violence domestique, sur les signes d'alerte
et sur la nécessité de systèmes de soutien pour ceux pris au piège dans des relations dangereuses. Il nous rappelle aussi que la justice, bien que parfois lente, cherche inlassablement l'équilibre pour ceux qui ont souffert l'impensable. Un homme qui a tué sa famille meurt sans dire au revoir. L'histoire de Zakrzewski, marquée par une violence incompréhensible, se conclut non pas par une dernière déclaration, ni par un repentir final, mais par un silence absolu. Pour nous, spectateurs de cette tragédie, il ne reste que le mot le plus puissant, une question qui résonne avec une force accablante. Cela en valait-il la peine? Cette question finale nous oblige à confronter l'essence même de la peine capitale. Ce silence, cette absence d'adieu, est-il une conclusion juste à l'ampleur de ces crimes? Représente-t-il la fin de la douleur et de la justice pour les victimes, ou simplement un dernier acte de déshumanisation, un écho de la barbarie qu'il a lui-même perpétrée? Dans le contexte du XXIe siècle, où la compréhension de la justice, de la réhabilitation et de la punition a évolué, la question persiste. Le silence final est-il vraiment la réponse que nous cherchons? Si vous souhaitez découvrir d'autres affaires criminelles bien documentées, n'oubliez pas de vous abonner. Et laissez-nous un commentaire. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort?